sont George Bush et James Baker, qui ont un peu montré les dents, parce qu'ils avaient fait la guerre au Koweït, ils avaient fait la guerre à l'Irak à propos du Koweït, donc après ils ont dit aux Israéliens, on n'a pas fait ça pour vous, mais en fait ça vous rend quand même énormément service, et donc ça serait pas mal maintenant que vous montriez un esprit d'ouverture pour une solution de problème palestinien. Et Shamir avait dit jamais, 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 bon, la droite israélienne. Et à ce moment-là, les Américains ont fait quelque chose qu'aucun autre n'a fait, qui était d'ailleurs pas énorme, ils ont simplement gelé au Congrès des demandes de garantie de prêts à Israël pour financer de nouvelles politiques de peuplement. C'était une mesure mineure dans l'océan des aides américaines, et ça a suffi à créer un choc en Israël, donc ils se sont dit, voilà, on ne va pas se permettre d'avoir un affaiblissement du soutien américain, donc ça fait tomber Shamir. Ils n'ont fait pas de Shamir en fait. Et ça a permis à Rabin d'arriver. Rabin qui a été, comme chacun le sait, vraiment le grand homme de l'histoire d'Israël des 30 dernières années, avec l'évolution que l'on et son courage, sauf qu'il a été assassiné par des fanatiques. Bon, donc les présidents américains, leur réflexe de prudence, c'est de dire oui, c'est important, mais on va gagner du temps. D'ailleurs, Clinton, que j'aimais bien, il a attendu vraiment la fin du deuxième mandat. Et parce que Barak l'a supplié, parce que Barak s'était lancé dans une fausse piste, qui était l'accord syrien séparé, qui n'a pas marché. Barak voyait que Sharon était de plus en plus populaire, il a été se pendre au basque de Clinton pour faire une réunion à Camp David. Et Clinton lui a dit je sens pas, c'est pas mûr, c'est pas prêt, blablabla. L'autre lui a dit mais c'est non, je peux pas, sinon Sharon va me battre. Donc il y a eu Camp David, c'était l'été 2000 ça. C'était pas du tout préparé, c'était complètement pagaille dans le truc. Puis Clinton est parti au milieu pour aller au G8 au Japon, puis il est revenu, tout ça. Et puis Barak avait la trouille parce qu'il voyait que Sharon montait de plus en plus. Et de Camp David, il téléphonait tous les jours à la presse israélienne pour dire c'est la faute de ce salaud d'Arafat, ça va pas marcher, tout ça. Avant même que ça ait échoué. Donc il y a toute une espèce de truc mal fichu. Puis Arafat ne s'engageait pas, comme toujours, il était une sorte de Ratzak caricatural, en train de dire oui et non en même temps. Les Saoudiens ne le couvraient pas sur la dimension de Jérusalem, donc c'était et c'était la fin, on était en été, alors que l'élection a lieu en novembre. Donc c'est une occasion assez typique. Donc, dans le monde politique américain, il y avait d'un côté l'équipe Bush, qui avait vraiment adopté la position Likoud, ça à travers Richard Burr, l'accord entre le Likoud et nos conservateurs, et la droite chrétienne extrémiste. Et sur un point très précis, il le disait depuis le début des années 90, qui est de dire qu'il n'y a pas de problème palestinien, c'est une invention, c'est exagéré, c'est pas dire. Ce sont les anti-israéliens qui ont inventé ça. En revanche, il y a un peuple des pays arabes qui sont incapables de se gérer, de se réformer, ce qui n'est pas faux par ailleurs, mais c'était une sorte d'astuce pour éviter le problème palestinien. Donc il faut d'abord s'occuper des problèmes arabes. Et c'est une condition qui préparait l'affaire d'Irak, en quelque sorte. Et cette idée est devenue la politique américaine quand Bush a décidé en gros de s'aligner sur la politique de Sharon, pas le Sharon à la fin, pas le Sharon qui avait bougé, qui avait eu le courage de quitter Gaza dans de mauvaises conditions, il aurait mieux fait de négocier pour pouvoir se faire derrière lui. Et quand Sharon avait eu le courage de quitter le Likoud pour faire quelle image, pas le Sharon du début. Alors tout ça, ça fait des références qui fait que du côté de Bush, alors, ils sont partis, mais il y a encore des nouveaux conservateurs, ils veulent rien entendre, il y a des bons et les méchants, et on ne parle pas avec les terroristes, et terminé, on les bombarde. Du côté des autres, ce qui me frappe, c'est qu'il y a de plus en plus de responsables américains très importants qui disent en privé, ça ne peut plus durer, c'est quand même complètement insupportable, c'est complètement absurde, il n'y a aucune raison que l'ensemble des relations islam-occident soient polluées par ce problème ponctuel. En plus, comme dit Kissinger, tout le monde connaît la solution. Avec Epsilon près, tout le monde connaît la solution depuis longtemps. Donc c'est ridicule qu'on soit à ce point dépendant d'un système israélien qui est dépendant lui-même de ces extrémistes, parce qu'ils ont une proportionnelle intégrale qui est un système fou, ce qui fait que dès qu'il y a 3 excités sur n'importe quel sujet, ils ont 2 élus, et ils bloquent tout, et Madame Livni, par exemple, qui aurait été une bonne solution, elle a essayé de faire un gouvernement un peu comme merde et dû renoncer, elle n'a pas pu. Parce qu'elle est tombée ces 36 partis qui se sont mis à demander des trucs sans fin, qui n'ont rien à voir avec la politique étrangère. Donc j'ai constaté pendant ce voyage à Washington qu'il y a une sorte de ras-le-bol de ça. D'ailleurs, Scowcroft, qui était le conseiller de George Bush, et Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, ont fait un livre ensemble, sont démocrates et républicains en compétition.
là-dessus, ils disent c'est pas possible, dans l'intérêt de l'Amérique et de l'Occident, et dans l'intérêt des Israéliens qui sont paralysés par leur propre système, il faut nous sortir de là. Donc il faut dire aux Israéliens, maintenant vous arrêtez vos conneries, on va assurer votre sécurité maximum, mais c'est plus vous qui décidez. Donc on va faire le truc. Alors ça se dit en privé, non mais je ne pense pas qu'ils font ça. Hein. Je vous dis ce qui se dit, et c'est dit par des gens qui sont non seulement des amis d'Israël, mais qui sont prêts à s'engager beaucoup pour la sécurité d'Israël, jusqu'à envisager de mettre des troupes au sol s'il le faut, pour garantir un accord. Le jour où il y a un accord, les Américains donneront encore plus d'aide financière, ils font le contrôle aérien, ils contrôlent le maritime, les troupes au sol, tout ce qu'on veut. Ils sont prêts à aller très loin. Ils disent, mais il faut qu'on se sorte de ça.